Tu as probablement déjà eu une malaise en parlant à quelqu'un d'une culture différente. Probablement à cause de tes références culturelles, probablement que tu étais incomprise, tu ne savais pas si tu avais bien dit ce que tu voulais dire, à ce que tu voulais faire référence. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à réfléchir sur l'importance de la communication interculturelle, surtout dans une société qui est très diverse, une société qui est ouverte également à accueillir différentes communautés. De quoi à dire? Nous avons tous de quoi à dire. De quoi à dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. En vrai, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi à dire. On l'a déjà vu avec les différentes réflexions, les différents commentaires, les différentes personnes qui sont passées dans ces podcasts dans les dernières semaines avec lesquelles on a eu l'opportunité de parler des communications, des jugements, des stéréotypes. Et la personne que j'ai invitée pour cet épisode, pour la communication interculturelle, est une femme entrepreneuse. Elle est directrice générale de la radio communautaire d'Ottawa. Elle est super impliquée dans la communauté ici en Ontario, mais également à l'international. J'ai le grand plaisir de donner la bienvenue à Nathalie Allausodé Bernardin, ici à De quoi dire. Bonjour Nathalie. Bonjour Ingrid. Toujours un plaisir de te parler, toujours un plaisir de te voir aller en fait dans tes différents chapeaux un peu partout. Mais pour les gens qui te connaissent un peu moins, est-ce que tu peux me dire qui est Nathalie Allausodé Bernardin? Oh, c'est une grosse question ça. Je suis une fille, déjà pour situer les gens géographiquement, donc j'ai grandi au Manitoba, donc je suis une petite fille de l'Ouest canadien, avec un papa acadien, une maman manitobaine. Qui a été transplanté en Ontario il y a 14 ans passés, déjà 15 ans passés, qui a décidé de venir faire sa vie pour continuer à travailler avec les artistes en Ontario et dans l'Ouest canadien. Donc, c'est deux milieux qui m'ont beaucoup animé, mais l'Afrique m'a toujours, depuis je dirais, mon adolescence, m'a toujours intriguée pour plusieurs raisons, m'a toujours attirée. Et depuis 2018, 2019, je fais ma vie entre le Canada et l'Afrique, plus spécifiquement le Togo, donc l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, et je travaille avec les artistes, je travaille avec mon milieu, avec, tu l'as bien dit, la radio aussi, c'est une forme élargie pour moi de culture et de communauté. Donc, mais vraiment, c'est ce qui m'anime beaucoup, la culture, la communauté et les arts. Nat, ou Nathalie, en fait, on va être... Tu peux m'appeler Nat? Nat, parce que je Ouais, t'ai dit tout le monde m'appelle Nat. Donc, voilà, tu sais. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée en amour avec l'Afrique? Ouais, c'est... En fait, j'allais dire c'est mon éducation qui a fait ça, en fait. Ma mère qui a fait ça sans savoir qu'elle a fait ça. Moi, j'ai grandi dans une maison monoparentale. Donc, depuis l'âge de 2 ans, je suis seule avec ma mère qui travaillait, elle, en agriculture dans les années 70. Donc, tu sais, ma mère, elle avait une maison quand mon père a quitté. Ils avaient une maison. Elle a essayé d'entretenir la maison, mais on a perdu la maison. Bref. Donc, on a vécu dans des situations où je vivais avec d'autres. C'est-à-dire qu'on a vécu avec des amis ou des tantes ou des oncles où il y avait d'autres enfants, où il y avait d'autres environnements qui étaient appelés à changer. Donc, pour moi, l'idée d'une famille, genre une maman, un papa, 2,5 enfants, un chien et une clôture blanche autour de la maison. En fait, moi, ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai ever connu, même comme petite fille. Donc, mon sens de famille et de communauté était très large, très élastique, très déconstruit, voilà. Et même si plus tard dans ma vie, c'est-à-dire, je dirais, la fin de mon secondaire, ma mère était remariée, donc on vivait une petite famille de 3. Moi, j'ai pas de frère ou sœur. Je cherchais toujours, en fait, pas que j'étais inconfortable dans ce milieu-là,
ma mère était toujours accueillante. Il y avait des Syriens qui immigraient au Canada, ils n'avaient pas de place à vivre. Ma mère leur faisait une place dans la maison. Donc, même si nous, on avait une stabilité maintenant, elle cherchait toujours cette instabilité-là, si je peux l'appeler ainsi, mais Oui. pour avoir ce mouvement-là, cette élasticité-là au sein de notre famille. Donc, moi, bon, à l'âge adulte, je suis à l'université, je commence à avoir des relations avec des partenaires, etc. Et j'ai comme, là où j'ai ce confort, où je retrouve cette symbiosité-là, ben, ça a été souvent dans des partenaires qui venaient de pays, que ça soit l'Afrique, l'Afghanistan, genre là où il y a cette élasticité-là de communauté, de famille, et j'ai commencé à me sentir très à l'aise. Et là, j'ai commencé à côtoyer des amis de communauté. Au Manitoba, il y a une forte communauté malienne. Donc, ça, moi, je dis toujours à mes amis que je suis malienne. Dans une autre vie, j'ai été malienne parce que j'ai vraiment senti, tu sais, comme jeune adulte, on se cherche hein, tout le temps, mais je me suis vraiment sentie à l'aise, entendue, compris. J'ai commencé à apprendre la langue. Donc ça m'a fasciné au niveau des communications, pouvoir voir en fait les ports d'attache entre moi, ma francophonie, leur francophonie. Moi, je parle franglais au Manitoba, eux parlent le bambara. Donc, trouver des façons de se faire comprendre. Et ce qui m'a vraiment fasciné et je pense attiré vers ces gens-là, c'est de voir une communauté immigrante arriver à Winnipeg et se retrouver entre eux et continuer à parler leur langue, continuer à vivre leur culture, continuer. Et ça, moi, ça m'a énormément réconforté. Je sais pas, j'ai comme eu un amour pour ça et un désir de vouloir encourager, faire place pour ça et commencer à... en fait, c'était, je dirais, le début de mon cheminement d'amour envers la communauté d'Afrique parce que c'est en 2018 vraiment que je suis allée pour la première fois mettre les pieds là-bas, même si mon cœur y habitait déjà depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà. Et comment était ton expérience justement avec toutes ces variétés de cultures que tu as vu passer alors dans ton enfance, dans ton adolescence, ensuite dans ton âge adulte, aller découvrir en fait toutes ces références culturelles différentes et arriver à communiquer et à les intégrer dans ta vie? Est-ce que c'était quelque chose de difficile à faire à long terme? Je pense déjà peut-être que l'empathie que j'ai été éduquée avec par rapport à ma mère qui devait recevoir de l'empathie quand elle arrivait comme mère monoparentale avec sa fille pour habiter chez quelqu'un. Ça demande quand même beaucoup d'humilité. Et après, je pense, tu sais, par exemple, je parle des Syriens parce que ça m'a beaucoup marqué comme jeune fille de voir des parents syriens arriver avec leurs 3 enfants et ne pas connaître ni le français ni l'anglais et devoir s'intégrer, ne pas avoir un domicile. Donc, ça demande, je pense, à travers cette empathie-là, une compréhension de c'est pas facile d'arriver et d'être d'être dépaysagé finalement. Donc, je pense que quand je transpose ça dans ma vie adulte, ça m'a donné un grand cœur ouvert à cette compréhension-là de dire, bon, déjà, c'est pas facile d'être dans un pays qui est pas le tien, d'être entouré de langues qui est pas les tiennes, et devoir réapprendre. Une de mes bonnes amies m'a dit un jour, en fait, elle disait ça à mes enfants, parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont immigré au Canada, qui vivent, en fait, ce que j'ai vécu de l'autre côté, c'est-à-dire comme accueillir des... Et je vois ça différemment à travers de leurs yeux, mais elle leur a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle dit, elle est française, donc déjà, elle comprend la langue, donc elle n'a pas la barrière de langue, mais elle leur a dit à mon mari et mon fils, tu sais, quand tu arrives dans un pays comme qui n'est pas le tien, tout ça, c'est comme si tu as 2 ans. C'est-à-dire qu'on te réapprend tout. On te réapprend à attacher tes chaussures, on te réapprend. Donc, déjà, quand tu comprends à la base que c'est à peu près un parallèle de ce que peut vivre quelqu'un qui immigre dans un nouveau pays. Moi, j'ai immigré du Manitoba à l'Ontario. Et ce que j'ai, toi, de l'Alberta à venir ici, sans parler de là où tu étais avant, mais c'est-à-dire, même juste ça, à l'intérieur du Canada, il y a des codes, il y a des langues, il y a des accents. Donc, si les gens qui sont de d'autres cultures, qui arrivent au Canada, vivent, si ce que moi j'ai vécu, c'est une minime partie de ce que eux doivent vivre,
my God, tu vois les choses autrement, quoi. En fait, quand on parle de communication interculturelle, il y a plusieurs choses qui viennent en ligne de compte. Hein. Tu sais, c'est, comme tu dis, c'est l'adaptation, c'est également essayer de trouver des références qui vont comme s'aligner un peu aux nôtres également. Mais c'est surtout important en tant que société ou en tant que communauté d'avoir une ouverture déjà en partant, parce que ça peut nous aider à éviter des malentendus, des conflits. Ça va nous aider à ouvrir des espaces qui sont beaucoup plus inclusifs ou encore plus le faire sentir les différentes communautés qui appartiennent à une société alors qui est en pleine évolution. Ça nous permet d'apprendre maintenant comme mère des enfants qui viennent également de notre pays, des enfants que tu as adoptés et que tu les aimes en fait comme les tiens, parce que ce sont les tiens et que tu les aides à comprendre et à s'adapter. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience, cette nouvelle expérience de voir ce que toi tu as vécu il y a quelques années dans les yeux de tes enfants aujourd'hui? Je pense il y a deux grandes choses qui me frappent aujourd'hui par rapport à cette question-là. Je pense qu'on parle beaucoup dans la communauté majoritaire, francophone, blanche, on parle beaucoup d'intégration, puis sans forcément comprendre tout ce que cela peut impliquer. C'est-à-dire, j'ai l'impression que souvent, on pense que c'est égal à faire une place. C'est-à-dire que ça soit sur un conseil d'administration, on a ouvert un poste pour quelqu'un qui est issu d'une autre communauté que la nôtre, ou dans une programmation culturelle, par exemple, j'ai ajouté un spectacle d'un artiste issu de ces communautés-là. Mais ce pont-là ou ce pas-là envers l'ouverture ou l'intégration, comme on aime dire, pour moi, c'est plus complexe que ça. Oui, c'est important de créer cette place, mais drôlement, c'est plus important d'ouvrir l'écoute pour entendre, en fait. On peut faire de la place, mais la personne est là, elle occupe de la place, mais forcément, on n'est pas en train d'écouter à sa réalité. On n'essaie pas de... Je parle d'une écoute active, hein, genre écouter et essayer de comprendre. Et puis, je pense aussi, par rapport à l'intégration, comme tu dis, là, mon fils, mon mari, je pense que nous, les Blancs, on a un travail à faire, à comprendre que l'intégration, c'est faire cette place et cette écoute et compréhension. Donc, faire en sorte que nous, on change nos perspectives, nos façons de voir, nos façons d'agir. Mais c'est aussi de comprendre que il faut aussi qu'il y ait de la place pour ces communautés-là à se réunir entre elles et ne pas nous se sentir menacés par ça. Parce que c'est nécessaire. Moi, je parle de mon immigration, moi, ma transplantation du Manitoba à Ottawa, mais j'ai trouvé ça extrêmement difficile en arrivant ici. Puis je me rappelle, genre, je sais pas, ça faisait peut-être 1 mois, 2 mois, je suis allée à un 5 à 7, c'était l'ouverture du Festival Franco. Madeleine Meyer, qui était ministre à l'époque, elle faisait un cocktail et tout. Et je suis allée, parce que j'étais directrice de la PCM, je suis allée en fonction officielle et tout. Et je me sentais tellement dépaysagée, Ingrid. Genre, pas à ma place. Et à un moment donné, il y a un Manitobain qui rentre avec son épouse. Et eux aussi, ils avaient déménagé. Mais des années avant moi, hein, ils avaient déménagé. Et quand je les ai vus rentrer, je me suis mis à pleurer. Parce que je me sentais comme si j'avais un petit bout de chez moi, là où j'étais maintenant. Puis, tu sais, et je m'attendais pas à me sentir comme ça. Mais ça m'a donné ce sentiment-là. Puis, c'était pas la première fois, en fait, que j'avais commencé à comprendre ça. À Winnipeg, on avait accueilli Rokhaya Traoré, une Malienne qui était venue au Festival Folk, faire un spectacle. Mais j'avais communiqué avec l'agente de spectacle pour essayer de l'attraper le soir avant son spectacle pour faire un souper avec la communauté malienne pour qu'elle ait la chance. Je savais que ça allait faire plaisir à cette communauté-là, puis je voulais... Et cette femme-là, cette artiste-là, ben, elle est mariée à un Blanc, un Français de France, qui joue aussi ou qui l'accompagnait en tout cas dans le voyage. Donc, on est dans la maison de une des tantes. La maison est bondée, tout le monde est là, tout le monde parle dans la langue du Mali.
Et moi, je suis assis là avec le mari de l'artiste et on est en train de jaser en français, bien sûr. Et moi, je lui dis, toi, est-ce que ça te dérange? Parce que moi, j'ai des copines qui dataient des Maliens à l'époque et c'est toujours la polémique quand ça se mettait à parler en bambara. Elle était toujours insultée, se sentait exclue, nanana, tu vois. Et moi, jamais je me suis ever sentie comme ça. Jamais, jamais, jamais. Donc, je pose la question au monsieur et le monsieur dit non, que lui, en fait, il est ravi lorsque son épouse a des occasions d'être chez elle quand elle n'est pas chez elle. C'est-à-dire de se retrouver dans un environnement qui ressemble à... Et moi, tu peux demander à n'importe qui me côtoie. Chez moi, là, quand tu rentres dans ma maison, ici à Ottawa, tu n'es pas à Ottawa, tu es au Togo. C'est-à-dire que ça parle en mina chez nous. C'est les odeurs de la bouffe de là-bas que tu entends. Tu regardes sur les murs, c'est des œuvres d'art qu'on a ramenées de chez nous. Donc, moi, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, j'ai un livreur qui est venu à la maison la semaine passée. Et il était dans ma cuisine et puis il regardait autour et dit « Ah, this is like Africa in here, hein? » Et j'ai dit « Bah, effectivement, c'est un peu ça le but, you know? » Donc, pour moi, c'est important. Donc, je parle de l'écoute et de faire de la place, mais c'est aussi laisser la place pour que ces communautés-là se retrouvent entre elles. Et c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. C'est comme ça aussi qu'ils vont retrouver leur chez-soi chez nous. C'est toute une question d'adaptabilité également. Moi, en tant qu'immigrante, en fait, c'est ça. Et je l'ai dit dans le premier épisode de Des quoi à dire, où est-ce que je parlais de ma dualité culturelle. Donc, mon identité, ma dualité identitaire, en fait. Parce que je me sens autant canadienne et autant colombienne, parce que je ne peux pas choisir entre les deux. Tu sais, il y a des choses que moi, je fais que ma famille en Colombie vont dire comme hein, pourquoi tu fais ça alors que ce sont des choses typiquement canadiennes. Il y en a d'autres que j'ai fait ici, puis mes amis canadiens qui me disent hein, pourquoi tu fais ça? Ben, parce que ce sont des choses typiquement colombiennes. Donc, c'est toute une question d'adaptabilité et de construction identitaire. Tout à fait. Tu as parlé de plusieurs choses que j'aime bien en fait ressortir parce qu'on a parlé dans les épisodes précédents avec Marcel Morin, donc directeur général de la Maison de la Francophonie à Ottawa, et on a parlé d'inclusion et de performativité. Et quand je parle de faire la place, c'est souvent ça, hein? Si on cherche à performer dans les organismes, on cherche donc à faire ouvrir la place dans un conseil d'administration, dans un emploi, dans une programmation culturelle, puisqu'on parle également du milieu artistique. Et souvent, ça peut être perçu comme des causes à tokenism. Mettre. Ouais. Il faut les mettre parce qu'il faut absolument rentrer là-dedans. Et Marcel nous parlait de comment il en compagnie et l'appui de son conseil d'administration sont arrivés à travailler à la construction de la Maison de la Francophonie comme un lieu d'appartenance, en écoutant ce que les gens avaient besoin, donc en écoutant les différentes communautés, en écoutant ce qu'ils voulaient également avoir à la Maison de la Francophonie. Et toi, tu l'as aussi bien dit, c'est pas seulement être réactive, encore une fois. Quand on parle de l'écoute active, c'est ça, c'est écouter. On n'a pas besoin de donner une solution immédiate, juste écouter. Parfois, on a juste besoin de se défouler et de dire ce qu'on ressent, de dire que notre culture, que notre pays nous manque, que notre bouffe nous manque, parce que même si on prépare la nourriture ici, elle va pas goûter pareil. Non. Dans le sens que les ingrédients sont pas les mêmes. Il y a des difficultés également à trouver certains ingrédients pour faire les mêmes plats typiques de chez nous. Alors, le fait d'être ouvert, d'être réceptive, ça fait une communication interculturelle qui est effective en même temps. Nathalie, je pense qu'on arrive en fait vers la conclusion, mais avant de clôturer, moi, je t'ai connue en tant qu'agente, gérante d'artistes. Et bon, maintenant, tu portes encore ces chapeaux-là, comme je l'ai dit au début de cet épisode. Mais ce que j'aime beaucoup avec Amixi, c'est ton agence, c'est le fait que ce sont des artistes issus de différentes communautés. Mm-hmm. Comment tu arrives à faire ces mélanges harmonieux, artistiques, culturels,
pour que ça soit fluide dans ton agence artistique? C'est drôle, hein? Il y a pas, en fait, il n'y a pas de réflexion qui a été faite pour dire, bon, voilà, c'est ça les gens que j'ai besoin d'aller chercher pour avoir cette fluidité. Genre, On attire ce qu'on est, hein? Voilà, On attire. voilà, tu l'as bien dit. Moi, je pense que ce sont des relations que j'ai, des relations intimes que j'ai. Je me rends compte après 5 ans de Amixi à quel point c'est important pour moi de défendre des projets dans lesquels je crois. Et profondément, quoi. Et comme j'ai dit, cette fascination avec l'Afrique ou avec l'étranger, parce que c'est pas juste l'Afrique, je suis un artiste de la Colombie aussi, mais c'est vraiment cette importance que je mets sur créer des ponts entre les communautés d'origine et l'artiste. Donc, pour que Christian de la Luna, par exemple, qui se développe en Amérique latine, ou quand on va à Winnipeg, qu'on attire la communauté latine, même si elle n'est pas la communauté francophone, donc on a créé des partenariats entre le Centre culturel franco-manitobain et une association colombienne de Winnipeg pour le spectacle de Christian quand on l'a présenté à Winnipeg, par exemple. Donc, moi, ça fait partie de la démarche et du travail aussi que je fais avec les diffuseurs, mais c'est vraiment à la base, pour répondre à ta question, ce sont des relations que j'entretiens avec des gens bien avant même avoir démarré Amixi et que j'ai envie de voir ces artistes-là, ces personnes-là s'épanouir et se sentir encore plus, tu parles de double identité ou de multiples identités, mais trouver leur identité canadienne tout en étant très fiers et en ne coupant pas le pont avec leur communauté togolaise, haïtienne, colombienne. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment important, quoi, de contribuer. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent et qui sont capables d'agir et porter ces messages-là. Et je me dis, si moi, je peux être un minime trait d'union dans cette équation-là, bah, j'aurais fait quelque chose de bien avec la voix que ma mère m'a donnée, avec la passion que ma mère m'a léguée. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je mets de l'importance là-dessus. Et je me dis que mes enfants arrivent ici au Canada et qu'ils aient des référents importants pour eux de leur rappeler de ce trait d'union-là entre leur pays qu'ils ont laissé et le nouveau pays qu'ils ont adopté. Moi, c'est hyper important. Donc, c'est aussi mon cœur de maman dans ça qui me guide. As-tu une dernière réflexion à dire, à partager aux auditeurs de Déquadir, Nat? Bon, je vais finir sur une note de communication, mais soyez à l'écoute, mais vraiment à l'écoute. C'est-à-dire écouter et vraiment essayer de comprendre la réalité de l'autre parce que vous allez grandir, vous allez apprendre et vous allez être une meilleure personne à la fin de la journée pour ça. J'adore ça. J'ajouterai simplement que oublie pas que chaque journée, c'est une nouvelle opportunité pour nous ouvrir aux différences, en fait, à la diversité. J'aime pas tant dire les mots différents puisqu'on n'est pas différents. Je veux dire, à la fin, on est tous pareil, on est des êtres humains et c'est ça qui compte, peu importe notre couleur, peu importe notre nationalité, je veux dire, il devrait avoir une nationalité universelle. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Nat, pour cette réflexion que tu nous as partagée aujourd'hui. Je vous invite à réécouter, en fait, l'épisode avec Marcel Morin, où on parle d'inclusion et de performativité, un sujet qu'on a traité dans cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain, pour plus de Déquadir. Je m'appelle Ingrid Cabezas et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Ingrid Cabezas comme tel, ou encore les Instagram de Déquadir. Bye bye. Merci, bye.